On se retrouve aujourd'hui pour parler update du mois de septembre, puisque j'ai fait pendant ce mois-là 7 lectures qui se sont plus ou moins bien passées. Vous allez voir, ça a été un mois un petit peu en demi-teinte. J'ai eu des très très bonnes lectures, mais j'ai aussi des lectures vraiment très passables. Comparativement au mois précédent où vraiment j'avais plein de lectures bien, je sais pas, peut-être que j'étais moins investie dans mes lectures, ou j'avais moins la tête à ça, mais en tout cas ça a été, on va dire, tout ou rien ce mois-ci. Pour rappel, du coup, pour le mois de septembre, je m'étais choisi 3 mots qui étaient donc livre, cosy et Royaume-Uni pour me faire du coup des pales. Et sur les 13 livres que j'avais sélectionnés, j'en ai lu 5. Ce qui est pas mal, c'est pas incroyable, je pense que j'aurais pu en lire plus. Mais pour rien vous cacher, il y a 2 livres que j'ai essayé de lire en anglais et vraiment, j'avais pas la tête à ça. J'ai pas réussi à être accrochée de suite, alors j'ai préféré abandonner ma lecture en me disant je les mets de côté parce que ça doit pas être le bon moment, parce que je pense que c'est quand même des bons livres, mais voilà, je préférais me concentrer sur des choses qui vraiment me hypaient vraiment, parce que c'était un mois où j'étais très occupée et j'ai pas eu la tête autant à la lecture que d'habitude. Donc ce qui explique du coup que j'ai lu 7 livres, dont que 5 entre guillemets de ma part. Mais bon, du coup, je vous les présente comme d'habitude, de celui qui m'a le moins plu à celui qui m'a le plus plu. Et du coup, je vais commencer malheureusement avec le classique du mois, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Eh bien oui, je n'ai mis que 2 étoiles à ce grand titre de la littérature qu'est Le portrait de Dorian Gray, car je n'ai vraiment pas apprécié ma lecture. Donc écoutez, malgré le fait que ce livre soit extrêmement riche, que sur les premiers chapitres, je pense qu'on pourrait remplir un carnet complet de citations, tellement c'est bien écrit, tellement c'est immersif dans cette atmosphère d'Angleterre, eh bien écoutez, moi j'ai besoin d'avoir un attachement profond et émotionnel envers les personnages, et dans cette histoire, c'était absolument impossible. Dans le portrait de Dorian Gray, on va finalement faire la connaissance de Dorian au départ par un point de vue assez extérieur qui est celui de Lord Henry, qui veut savoir, voilà, qui est ce jeune homme dont tout Londres parle, qui apparemment est absolument déroutant, incroyable, beau, jeune, etc. Et alors que Dorian est en train de se faire peindre son portrait, Lord Henry va faire sa connaissance à ce moment-là. Il va encenser la beauté, la jeunesse de Dorian, lui expliquant vraiment qu'il est au summum de lui-même en fait. Et cela va influencer complètement Dorian, ça va complètement lui monter à la tête. Ça va lui faire reconsidérer toute la façon dont il voyait les gens, lui-même, sa place, etc. Et finalement, comme le portrait est peint à ce moment-là, ça va comme encapsuler et cristalliser ce moment, on va dire, de narcissisme pur de Dorian. Et ensuite va lui arriver tout un tas de péripéties, et on va voir comment lui et sa relation et son portrait, sa relation au portrait, va évoluer en fonction de ce qui va lui arriver, mais aussi de ce que lui va provoquer. Je peux pas vous en dire plus parce que si vous connaissez pas l'histoire du portrait de Dorian Gray, ça serait vraiment tout vous révéler. Donc il faut vraiment que vous regardiez l'adaptation, lisiez le livre pour que vous vous fassiez une opinion. Néanmoins, c'est un univers où tout le monde est détestable, c'est-à-dire que vraiment ce sont des caricatures de l'homme romantique, mais vous savez, de cette époque où le romantisme était vraiment bien vu, mais on sent que c'est une carapace et qu'ils n'en pensent pas un mot. Il y a le côté narcissisme, le côté je parle pour m'écouter parler. C'est hyper complexe en fait à lire, parce que franchement moi j'y suis allée avec de la douleur, enfin j'y suis retournée à chaque fois en me disant il faut vraiment que je finisse ce livre, parce que en plus c'est un livre qui est pas très long. Mais c'était vraiment pas par plaisir quoi. Donc du coup, écoutez, pour moi, je lui ai mis 2 étoiles juste parce que voilà, moi j'ai pas réussi à me sentir concernée par l'histoire, et franchement, à la fin, j'étais même soulagée de la fin parce que je me suis dit bah ok, enfin, c'est terminé quoi. Donc bon, voilà, bizarre un petit peu que cette lecture. Moi je comprends, pour autant je comprends qu'il soit adoré de tout, enfin de plein de monde, et que ce livre soit considéré comme un classique qu'il faut étudier, et en ça je pense que j'aurais adoré l'étudier à l'école ou à l'université. Mais voilà, en termes de lecture, on va dire plaisir, c'était pas top.
Ensuite, je vous présente une histoire qui n'a absolument rien à voir, puisque j'ai lu The Fine Print. Donc voilà, dans les lectures que j'ai faites au mois de septembre, j'ai réussi à caser 2 romances qui n'étaient pas du tout dans ma palle, mais je vous avouerai que comme voilà, j'avais besoin d'écouter des choses qui allaient être divertissantes et qui allaient s'écouter un peu vite, je pense que j'avais du mal un peu à me concentrer dans des histoires un peu riches. Et du coup, ça m'a fait du bien. Je me suis tournée vers The Fine Print de Lauren Asher, qui est donc le tome 1 de la série de Dreamland Billionaire, parce que bon, on s'embête plus maintenant avec les millionnaires, on passe milliardaire direct. Et dans cette histoire, il y avait tellement de bonnes choses pour me plaire, et en même temps, ça l'a pas trop fait pour moi. Donc, ce qui est trop cool dans cette série, c'est l'intrigue de fond. En fait, il y a un monsieur extrêmement riche qui détient tout un tas de compagnies, etc., qui décède et qui explique en fait à ses 3 petits-fils que chacun pourra accéder à ses parts de l'héritage que s'il remplit une mission. Et chacun a une mission différente. Et donc, dans le premier tome, on suit Rowan qui, s'il veut toucher sa part de l'héritage, doit proposer un projet ambitieux et important et validé par le board concernant du coup le parc d'attractions familial Dreamland. Donc ça partait bien. Moi, le parc d'attractions, le côté épreuve un peu à la The Inheritance Game et tout, j'étais à fond. En plus, il fait la connaissance de Zara, qui est donc un peu ce petit soleil hyper enjoué, qui a toujours adoré Dreamland, qui travaille là depuis des années et tout, et qui, un petit peu pompette, lui envoie un mail qu'elle aurait jamais dû envoyer, et finalement fait une proposale incroyable, et ces deux-là sont amenés donc à travailler ensemble sur ce projet. Mais, si vous voulez, ce qui m'a dérangée, alors, outre les scènes de smut qui sont juste pas possibles dans ce livre, enfin vraiment c'était gênant, c'était cringe au possible, enfin j'écoutais ça et à la fin je les passais tellement vraiment c'était gênant quoi, vu comment c'était mal écrit. Et puis un espèce de rapport de domination un peu chelou, enfin bon il y en faut pour tous les goûts, mais c'était un peu cru, c'est pas très imagé, enfin je sais pas, moi ça m'a pas plu. Donc hormis ce côté-là qui déjà m'a fait perdre une étoile de base, j'ai pas aimé en fait la façon dont leur relation s'est construite. J'ai trouvé que ça sortait un peu de nulle part, en tout cas pour lui. C'est-à-dire que lui c'est vraiment genre oui, elle est jolie, et en plus je lui fais pas peur, et elle me désire pas, pardon, donc forcément je la veux quoi. Ça faisait vraiment la caricature du mec, ah bah je peux pas la voir, bon bah je la veux. Bon, franchement c'était c'était un peu naze on va dire. Alors que elle est toute mignonne et tout, et vous verrez, il y a aussi un peu un trope autour du fake, parce que elle pense écrire à quelqu'un, et en fait elle écrit à Rowan, et elle se prend du coup forcément d'affection pour cette personne-là. Et bref, c'était un peu chelou, j'ai trouvé que le parc d'attractions c'était pas hyper bien exploité, j'ai pas trouvé que la relation était incroyable. Bon, lui en plus la caricature du mec, genre oui, ah bon, mes employés ont besoin d'une assurance et d'une mutuelle, oh, est-ce vraiment nécessaire? Franchement, j'ai envie de dire, ça va, on a compris, t'es un PDG sans scrupules, mais enfin bon, vas-y, tu pousses un peu quoi. Enfin, c'est même pas le PDG, en plus je crois que c'est le directeur financier, c'est encore pire. Donc bref. Mais vraiment, enfin, c'était... Et puis elle, genre, oui, moi, je suis là pour le droit des travailleurs. Bon, ok. Enfin, c'était, je sais pas, c'était super chelou, quoi. Il y avait plein de trucs où j'étais là, ok, bon, ça, c'était pas forcément nécessaire, ça non plus, et tout. Donc bon, voilà. Moi, je lui ai mis 2 étoiles. C'était vraiment pas une super lecture. C'est rare que je mette vraiment une étoile. Faut vraiment que j'ai vraiment détesté le truc. Je dirais pas que j'ai détesté, c'était divertissant, ça se lit vite, mais voilà, c'est vraiment pas la romance qui va me rester en mémoire. Pour autant, ça m'a quand même donné envie de lire la suite, donc pour moi, c'est pour ça qu'il a quand même 2 étoiles. Ensuite, je vais vous présenter un livre, pardon, j'arrive même pas à le dire tellement il m'a dérouté. Je sais pas s'il faut que je lui donne 2 ou 3 étoiles, je suis un peu perturbée. Il s'agit du coup de Devil Make 3 de Tori Bovalino, qui est donc un roman fantasy, mais en fait qui est un roman fantasy Dark Academia horreur. Donc je pensais pas du tout que j'allais lire ça quand je l'ai pris, parce que l'histoire de base avait l'air beaucoup plus... Enfin je sais pas, je m'attendais pas à ça quoi. Donc j'ai été hyper surprise, plutôt en bien, parce que c'est pas tout à fait ce que je lis d'habitude, l'horreur. Donc je me suis dit bon allez pourquoi pas. Mais comme vous allez le constater, le pitch de départ me donnait pas l'impression que j'allais partir sur ça. Du coup, on suit dans cette histoire Tess et Elliot, qui sont 2 étudiants d'un lycée. Mais vous savez, c'est ces lycées un peu préparatoires aux grandes écoles, très très difficiles, où il faut une bourse, où ce sont que des riches, etc. etc.
Et donc ils vivent du coup à... Je crois que je sais plus si c'est Pittsburgh ou Philadelphie. Bon, un des deux, ça change pas grand-chose. Et donc Tess travaille du coup dans la bibliothèque de son lycée. Jusqu'au jour où Elliot va lui faire une demande de sortir des livres autour de l'occultisme, puisqu'en fait Elliot cherche à aider sa maman qui est malade et donc se tourne vers la sorcellerie. Tous deux vont malencontreusement sortir un livre, je vais y arriver, et réveiller un démon qui va commencer à s'en prendre à eux. Donc, si vous voulez... Bon, il y a plein d'incohérences qui servent l'histoire. Hein. De base, ils se retrouvent dans la cave de la bibliothèque, ils ouvrent une sous-cave, genre un genre de antre dans le sol, il fait noir, il n'y a pas de lumière, et les mecs se disent, bah tiens, on va les visiter. Moi, autant te dire que j'ouvre un truc comme ça dans le sol, jamais de la vie j'y mets un pied. Hein. Enfin, c'est mort. Bon, après, ça sert l'histoire, mais j'étais quand même un peu là, genre, c'est pas ultra crédible. Et forcément, ils trouvent un bouquin où il y a quand même marqué dans l'alcôve qui contient le livre que tous les justes brûlent. Et eux, ils se disent, bah on va ouvrir le livre, on va le lire et voir, on va carrément le remonter à la surface. Moi, j'étais un peu là, oui. Ce ne sont pas exactement les choix que j'aurais fait, même à 18 ans. Donc, du coup, forcément, quand j'ai démarré, je me suis quand même dit, punaise, c'est quand même un peu gros, quoi. Et néanmoins, en fait, je trouve que le gros point fort de ce livre, c'est que l'autrice a vraiment réussi à bien nous écrire les deux personnages de Tess et Elliot. On en sait tellement sur eux que vraiment on se prend d'amitié pour eux et on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Et je ne vous cache pas que c'est la seule chose en fait qui m'a tenue en haleine sur ce livre, c'est savoir ce qui va arriver à Tess et Elliot, parce que il se passe un bon 50% du livre où il se passe rien du tout. C'est-à-dire que vraiment on va rabâcher l'histoire familiale de Tess et l'histoire familiale de Elliot, qui sont toutes les deux plus ou moins tragiques, hein, je ne vous cache pas. Donc forcément oui, on se prend d'amitié pour eux, mais bon, au bout d'un moment, on est quand même là, bon bah ok chérie, mais qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi. Et je vous dirais que même quand ils ramènent le livre, ça met un temps fou à se développer, quoi. Donc moi je pense que c'est un bon livre. C'est un livre quand même dont la fin est un tout petit peu précipitée, moi j'ai trouvé à mon goût. D'ailleurs c'était étrange parce que justement il y avait tellement de longueur et d'un coup ça se résout quand même assez rapidement. Mais bon, c'est un one-shot, donc voilà, hein, c'est aussi parfois un peu les particularités des one-shots. On n'est plus trop habitué, on va dire. Mais je pense que c'est un bon livre si vous cherchez voilà, une ambiance Dark Academia, un peu lourde, le côté un peu démoniaque, etc. C'est quand même pas mal, parce que bon, il y a eu quand même des moments où j'étais un peu flippette. Et comme je vous dis, les personnages sont prenants et tout. Mais pour moi, je pense que c'était pas ce que je recherchais dans ce livre-là. J'ai pas eu, je pense, que j'attendais en termes de rebondissement, etc. Il y avait plein de sous... On va dire pas de sous-intrigues, mais d'arcs qui étaient un peu commencés, qui étaient pas vraiment terminés. C'est limite un livre qui aurait mérité un 2, je pense, pour vraiment compléter l'histoire et la finir une bonne fois. Néanmoins, je peux pas vous dire que c'est un mauvais livre, et je pense que peut-être que si j'avais eu plus de patience et que je m'étais accommodée en fait de ce côté un peu lent, j'aurais peut-être vraiment apprécié ma lecture. Donc je vous dis pas ne lisez pas ce livre, parce qu'honnêtement, il a beaucoup de qualité, mais pour ma part, par rapport à ce que j'en recherchais, je dirais qu'il a pas vraiment rempli le contrat. C'est pour ça que je suis entre 2 et 3, je suis un moyen, voilà, un 2,5 on va dire, pour ce livre-là, mais que je suis extrêmement contente d'avoir sorti de ma palle parce que ça faisait très longtemps qu'il y était, donc ça, c'est déjà une petite victoire. Le livre suivant que je vais vous présenter, c'est Terms and Conditions, puisque évidemment j'ai lu donc de Lauren Asher, j'ai lu du coup le tome 2 de Dreamland Billionaire, c'est la deuxième petite romance que j'ai sortie de ma palle, que j'ai écouté pendant le mois de septembre, aucun rapport. Et là franchement ça s'est beaucoup mieux passé que sur The Fine Print. Donc les scènes de smut c'est toujours une catasse, hein, on va pas se le cacher, franchement il y a rien à faire, elles sont horribles, elles sont hyper mauvaises, elles sont hyper gênantes. Comme le premier, je les ai passés parce que j'étais là, non, en fait j'ai pas envie d'entendre ça. Néanmoins, j'ai trouvé que la dynamique entre Declan et Iris était beaucoup plus intéressante, c'était beaucoup mieux mené. J'ai trouvé que la partie grand gesture de la fin, moi, elle m'a vachement émue. Donc écoutez, plutôt cool cette lecture.
Du coup, dans celui-ci, on va suivre Declan, qui est l'aîné de la famille et qui se considère vraiment comme le frère qui doit s'occuper des autres, enfin voilà, qui est solide, qui met les fondations de qu'est-ce que doit être un PDG, etc. Toujours aussi caricatural dans son côté homme d'entreprise, mais bon, ça c'est pas très grave. Et finalement, lui, l'épreuve qu'il doit surmonter, c'est qu'il doit se marier et faire un enfant dans l'année qui vient. Donc, c'est pas quand même évident. Et il va recevoir l'aide d'Iris, qui du coup est de son assistante, qui va lui trouver une nana, sauf que la nana, au bout de 5 minutes avec Declan, elle fait « Même pour 300 millions, je me marie pas avec lui ». Et donc Iris lui dit bah écoute, t'as pas le choix, tu vas te marier avec moi, il faut que ça soit fait aujourd'hui, bah on va faire ça, et puis voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que Iris, elle est très claire dans sa tête. Elle sait pourquoi elle y va, elle connaît Declan depuis des années parce qu'elle est son assistante, donc elle connaît ses sautes d'humeur, ses mauvais côtés, etc. et tout. Elle se fait mais aucune illusion sur le fait que Declan va tomber follement amoureux d'elle, etc. Non. Elle est là, c'est un contrat. Moi, j'ai besoin d'argent pour vivre mes projets, j'ai besoin d'avoir un enfant parce que j'en ai une forte envie et que j'ai pas le boulot qui me permet de développer la vie sociale suffisamment épanouissante pour me trouver un mari. Donc voilà, c'est parfait pour moi, c'est exactement ce que je veux aujourd'hui dans ma vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper moderne, j'ai trouvé que c'était plutôt cool et que ça avait un côté un peu badass de dire bah en fait c'est peut-être pas la situation rêvée, mais c'est une situation qui va me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre, et ça me convient. Et ça, j'ai vraiment aimé ça chez Iris, parce que je l'ai trouvé vraiment terre à terre par rapport à ça. Et ça m'a beaucoup plu, et j'ai trouvé aussi que leur relation à tous les deux, parce que bon, lui c'est pareil, c'est du genre, oui, personne ne peut m'aimer, je suis trop imbuvable, bon, en même temps, tu fais rien pour qu'on t'aime. Et puis au fur et à mesure, vraiment, il va développer des sentiments pour Iris, qui est tellement attachante, qui est tellement gentille et tout, que bah, tu ne peux que tomber amoureux d'elle. Et franchement, leur relation va vraiment évoluer, va vraiment changer, etc. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était hyper bien mené, que c'était hyper touchant, et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc franchement, il n'y aurait pas eu les scènes de smut horribles, j'aurais mis 4 étoiles, je pense, mais du coup, j'ai mis 3 à cause de ça. Et ça m'a donné envie de lire le dernier de la série, donc je me dis qu'au final, bah écoutez, ce tome a vraiment bien rempli son travail. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une autre romance qui, pour le coup, n'était pas du tout sur le même thème. Il s'agit de Daydream de Hannah Grace. Donc, c'est la même autrice que Icebreaker and Wildfire, qui sont donc les Maple Hills, je crois si j'ai bien compris, et la Maple Hills série. Qui, pour le coup, celui-ci n'est pas encore traduit, mais sachant que les 2 premiers ont été traduits, j'ai à peu près aucun doute sur le fait que ça le sera également. Et honnêtement, j'ai trop aimé. Alors, j'avais pas lu les 2 premiers, donc je connaissais absolument pas leur histoire de hockeyeur et tout. Et puis, je vais être très honnête, les romans sportifs, j'aime bien, mais à petite dose, c'est pas vraiment ma came. Et là, comme on parlait plutôt de 2 étudiants qui vont devoir faire appel l'un à l'autre pour remplir des besoins, on va dire, liés à leur scolarité, ça me plaisait plus. Le côté, pour le coup, académie, dans la romance, c'est plutôt un truc qui me plaît. Et donc là, franchement, ce livre, trop cute. Enfin vraiment, on va suivre Hailey et Henry, du coup, qui sont tous les deux des introvertis plus ou moins. Pour des raisons un peu différentes. Lui, il est hyperactif, si j'ai bien compris. Et du coup, il a un petit peu du mal à se concentrer, du coup, il réagit pas toujours comme il devrait, il a pas toujours les relations qu'il est censé avoir, etc. Néanmoins, il est très 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 apprécié des gens. Et Hailey aussi, en fait, c'est vraiment de people pleaser. Enfin, vraiment, elle sort d'une relation hyper long terme avec un mec. Enfin, hyper long terme. Pour elle, ça fait 1 an. Hein. Donc, on a l'impression que ça fait une relation de 10 ans parce qu'ils se connaissent depuis toujours. Mais ça fait 1 an qu'ils étaient vraiment en couple. Et si vous voulez, Hailey, c'est du genre à dire oui à tout le monde et à toujours donner de son temps pour tout le monde, mais à complètement s'oublier. Et ça en a fait des personnages, mais tellement attachants, que franchement, j'ai adoré cette lecture. Et je vous dirais que c'est pas une lecture dans laquelle il faut se plonger en se disant « Oh, il va y avoir une intrigue de fou, il va se passer ça, ça, ça ». Non. En fait, on va vraiment suivre la rencontre entre Hailey et Henry. Lui est un petit peu en échec scolaire sur un cours et va demander à Hailey de l'aider parce qu'elle est absolument brillante. Et elle doit écrire finalement une romance pour participer à un concours, mais se rend compte que la relation pourrie qu'elle a eue avec son ex ne lui donne pas vraiment les clés pour écrire une bonne romance et va donc demander à Henry de l'aider un peu à vivre des expériences. Et franchement,
Ce qu'on observe du coup pendant ce livre, c'est un an d'académie, enfin un an d'université, pardon, avec ces deux personnages-là. Donc c'est c'est presque comme regarder une télé-réalité, vous voyez. Enfin, il se passe pas grand-chose, mais on sait pas dire pourquoi. On est tellement attaché envers ces deux personnages que on continue de regarder, et franchement, c'était ultra mignon. Moi, j'ai passé un super bon moment. En plus, j'ai trouvé que, vous savez, il y a toujours le twist, là, à 80% de la romance, où vraiment il va se passer un truc qui fait que, normalement, ils vont pas finir ensemble, et machin. Et souvent, c'est le truc hyper tiré par les cheveux. Et là, j'ai trouvé que, pour une fois, ça a beau être des jeunes adultes, fin de l'adolescence, donc bon, ils sont pas non plus hyper matures, hein, ils ont pas non plus vécu 12 milliards de trucs, donc parfois c'est un peu cliché et c'est un peu drama et compagnie. Là, c'était pas trop le cas. J'ai trouvé que le twist était pas mal. C'était vraiment un moment de couple compliqué, enfin complexe, on va dire, à gérer, pour l'un comme pour l'autre. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Et vraiment, ça a fait que moi, cette roman, je lui ai mis 5 étoiles parce que vraiment, j'avais rien à lui reprocher. Je les ai trouvés trop mignons. J'ai passé un trop bon moment. J'avais qu'une envie, c'était qu'on refasse une année sur Hayley et Henry, qui n'aurait certainement pas servi à grand chose pour, en termes de livres, mais moi j'aurais passé trop du bon temps. Donc écoutez, franchement, Daydream, n'hésitez pas, c'est trop chou, et vraiment, on ne peut que tomber amoureux de Hayley ou de Henry, ou voir les deux, c'est à vous de voir. Pour les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, vous allez voir, c'était d'excellentes lectures. Donc je vais vous présenter un autre 5 étoiles et ensuite je vous présenterai mon coup de cœur du mois de septembre. Pour le deuxième 5 étoiles, je vous présente The Spell Shop de Sarah Best-Durst. Et je suis hyper contente parce que ce livre me faisait de l'œil depuis que j'avais vu l'illustratrice parler de la cover il y a je ne sais combien de mois. Quand il est sorti, je me suis ruée dessus et je l'ai sorti hyper rapidement de ma palle. Donc déjà, rien que pour ça, ce livre est un succès. Mais en plus de ça, qu'est-ce que c'était mignon. Du coup, The Spell Shop, ça tombait dans la catégorie Cozy Fantasy, puisque on est vraiment en plein dedans. Et ça fait tellement de bien. C'est-à-dire que vraiment, c'est un Cozy Fantasy à la Legends and Latte, quoi. Il n'y a pas des montagnes et des montagnes de rebondissements, mais par contre, c'est hyper mignon, les personnages sont adorables, j'ai passé un moment génial. J'avais pas envie que ça s'arrête, quoi. Donc dans cette histoire, on va suivre Kayla, je sais pas comment on dit, qui est donc une bibliothécaire qui travaille donc dans une énorme bibliothèque de l'Empire, où vraiment on a tous les livres grimoires de magie, etc., puisqu'ils vivent dans un monde où la magie est extrêmement contrôlée. Donc c'est pas n'importe qui peut jeter un sort comme ça doit être fait par des magiciens qui sont plus ou moins approuvés par l'Empire, etc. Et donc Kayla, c'est une introvertie qui aime pas trop les gens, en plus c'est une orpheline, donc elle a pas beaucoup de liens avec le monde extérieur, on va dire. La seule personne qu'elle a dans son entourage, entre guillemets, c'est Kaz, qui est donc une plante qui a été ensorcelée par un magicien, et qui est donc vivante et parle. Et donc tous les deux forment vraiment un petit duo super mignon parce qu'ils se connaissent depuis toujours et chacun est un petit peu le complément de l'autre. Donc déjà, ne serait-ce que cette relation-là, valait le coup de lire le livre. Mais c'est sans compter tous les événements que nos deux personnages vont vivre, puisqu'il s'avère qu'une rébellion fait rage au sein de l'Empire. Les gens pensent que l'Empire ne pourvoit pas à leurs besoins, que la magie est trop contrôlée, etc. Et donc ils se rebellent et vont décider de mettre le feu à la bibliothèque de Kayla. Donc Kayla, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend tout un tas de livres avec elle, elle part sur un petit bateau avec Kaz et elle va se réfugier sur l'île où elle a grandi avec ses parents, qui est au fin fond du bout du monde. Et là-bas, elle retrouve du coup le cottage de ses parents, décide de s'y installer et de reconstruire plus ou moins sa vie. Elle va faire la connaissance de tout un tas de villageois hauts en couleur, hyper gentils, qui vont être forcément tous prêts à l'aider, sauf un ou deux grognons. Et de son cher voisin qui s'appelle Laran, qui est un éleveur de... Comment dire c'est pas vraiment des hippocampes, quoi, c'est des chevaux de mer, quoi, enfin je sais pas trop comment l'expliquer. De créatures marines, on va dire. Et tout ce petit monde-là, va cohabiter jusqu'au jour où Kayla se dit qu'elle a très envie d'aider ses voisins, d'aider son île, etc. Et va donc sortir de ses cartons les grimoires qu'elle a volés afin de faire elle-même de la magie.
et va s'en suivre tout un tas d'événements. Je vous dirais que c'est du cozy fantasy, mais j'ai trouvé quand même que les enjeux étaient assez élevés, assez importants, pour qu'on ait quand même vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Après, on n'est pas dans la fantaisie de folie, il n'y a pas des méchants à foison, des quêtes extraordinaires et tout, hein. On est quand même autour de Kayla qui décide de monter une boutique de confiture, donc on est quand même pas dans un truc hyper... voilà. Mais c'était trop mignon, quoi. C'était trop mignon, c'était plein de bons sentiments, c'était tout doux, c'était voilà, le livre plaid, chocolat chaud, feu de cheminée, tout ce que vous voulez, cosy à souhait, et pour ça, il a vraiment très très bien collé à la catégorie, donc je vous conseille fortement The Spell Shop si vous avez envie de lire du cozy fantasy trop chouchou. C'est pour vous. Et le dernier livre que j'ai envie de vous présenter qui a été un énorme coup de cœur et que franchement je n'avais absolument pas vu venir, il s'agit de Love at First Book de Jane McKinley, qui est donc une romance. Donc on pourra dire que cette année ça aura été la découverte des romances puisque énormément ont eu 5 étoiles, ont été par moments même des coups de cœur comme A Novel Love Story le mois dernier. Et c'est vrai que, je ne sais pas me l'expliquer, mais ces temps-ci, la romance, c'est vraiment le genre qui me fait vivre des trucs de fou. Et lui, il a carrément su me faire pleurer. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon tag là de mi-année, il parlait justement des livres qui vous ont fait pleurer. Moi, je ne pleure jamais en lisant, quasiment. Enfin, j'en ai même pas souvenir du dernier avant qui m'a fait pleurer. Donc c'est pour vous dire à quel point ça arrive souvent. Et celui-là, j'ai vraiment pleuré, mais genre, j'ai vraiment sangloté, quoi. Enfin... Donc comme ça, on se dirait, bon ok, ça donne pas envie de le lire, mais en fait, en vrai, c'était une trop belle histoire. On va suivre du coup Emily, qui est une jeune femme qui est une amoureuse des mots, des livres et tout, et qui est bibliothécaire, et qui en a marre, en fait, qui habite à Martha's Vineyard, aux États-Unis, qui veut vraiment changer de vie, et qui donc envoie sa candidature au poste d'assistant de Shivan, qui est donc une écrivaine de romans jeunesse à succès. Donc vous imaginez un peu, vous savez qui, mais en mode je ne suis pas une dégénérée, je suis plutôt sympa avec mes lecteurs, et ben c'est un peu ça l'histoire. Et donc elle va traverser du coup l'océan pour venir habiter dans un petit village d'Irlande et devenir à mi-temps l'assistante de Shivan pour aider celle-ci à la débloquer dans son blocage d'écriture parce qu'elle n'arrive pas à écrire le dernier tome de sa série jeunesse. Ça fait 10 ans qu'ils attendent, je crois que c'est à peu près ça, qu'ils attendent le dernier tome. Et de l'autre côté, en part-time, elle va aider son fils à tenir la librairie qui se trouve en dessous des bureaux de Shivan. Donc forcément c'est trop mignon. Déjà on se dit Emily elle arrive, elle est dans un petit village anglais, il y a Shivan, il y a je crois que c'est Kieran aussi, qui est donc le fils de Shivan, qui évidemment lui n'a qu'une seule envie, c'est voir Emily dégager, parce qu'il trouve qu'à chaque fois que sa mère en fait écrit, et ben elle oublie tout le reste en fait, sa santé, sa vie, ses amis, ses enfants et tout, et donc lui il veut pas forcément qu'elle écrive son prochain roman. Donc lui, ça va vraiment être le réfractaire, il va vraiment être le rival, on va dire, d'Emily dans cette histoire. Et néanmoins, c'était d'une douceur, d'une tendresse, c'était beau. Enfin, franchement, c'est une belle histoire. Emily, c'est quelqu'un qui a été quand même assez brutalisé dans sa vie familiale, qui se fait plus ou moins même harceler, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même le mot. Donc il y a quand même des sujets assez durs, et vous verrez, il y a vraiment des moments au départ... moi, ça m'a vraiment pris à la gorge, j'ai vraiment, j'avais vraiment de la peine pour Emily. J'étais contente qu'elle ait fui comme ça en Irlande parce que elle mérite pas ce qui lui arrive, on va dire. Et le fait que voilà, elle fasse la rencontre de son autrice préférée de toujours et qu'il s'avère que Shivan, c'est une personne extraordinaire, qu'elle va se retrouver dans cette librairie avec tous ces petits habitants du village du coup qui viennent et qui aussi travaillent dans la librairie, qui sont absolument gentils à souhait. Enfin, c'était trop mignon. Enfin, vraiment, comme ça, je sais que ça peut paraître vraiment très cliché. Et c'est vrai que ce livre est cliché et qu'il a quelques défauts sur certaines sous-intrigues comme ça qui ont peut-être pas été menées très très loin. Néanmoins, mais qu'est-ce que c'était beau, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré et j'ai trouvé que la relation entre les deux personnages principaux était super belle, était vraiment une quête vers la guérison l'un et l'autre, parce que l'un et l'autre ont beaucoup de blessures. Et franchement, je vous le conseille 1000 fois, c'était superbe. A priori, je vais pas vous dire de bêtises, mais il y a un autre tome,
Parce qu'il semblerait qu'en fait, donc dans le livre, on suit Emily et parfois elle parle à sa meilleure amie. Et en fait, il y a un autre tome qui existe sur sa meilleure amie et son histoire à elle. Donc si jamais, du coup, les personnages vous plaisent et le style vous plaît, bah, vous pourrez du coup vous plonger dans une autre histoire de cette même autrice. Et vraiment, je vous conseille 1000 fois. C'est un coup de cœur ultra émotionnel, c'est un livre que je vais garder précieusement et que je vais vraiment me faire plaisir de relire dans quelques temps et j'espère qu'il me brisera moins le cœur, mais vraiment, je vous le conseille 1000 fois. Si vous avez envie d'une romance, en plus pour la fin d'année et les fêtes, c'est parfait parce qu'il y a ça se passe vraiment autour voilà, de la fin d'été, l'automne, l'hiver, donc vraiment, foncez, 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 j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Et voilà pour mes lectures du mois de septembre. Donc comme vous aurez pu le constater, ça a fait un peu comme ça. Je suis quand même contente d'avoir commencé la série Dreamland Billionaire parce que mine de rien c'est assez léger. Et après mon énorme heartbreak de Love at First Book, ça m'a fait du bien. Après ma déception du portrait de Dorian Gray, ça m'a fait du bien également. Donc écoutez, je pense que de caler comme ça des petites romances au milieu de mes pales, c'est peut-être une pratique que je vais continuer sur le mois d'octobre. Après, comme je vous ai montré avec ma dernière vidéo, la liste est assez conséquente pour le mois d'octobre, donc on va voir ce que je réussis à sortir de ma bibliothèque. Néanmoins, j'espère que si vous lisez l'un de ces livres ou que si l'un de ces livres vous a fait envie, bah, vous me le direz en commentaire, ça me fera très plaisir, ou laissez-moi un petit emoji, un petit émoticône, ça me fait toujours plaisir de toute façon. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!